Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Nicolas Béton. Vous êtes le patron d'un groupe d'école, l'IPAG, et vous êtes aussi un essayiste et spécialiste de la géopolitique. Un mot d'abord sur la polémique qui a entouré la libération de 2 otages français, une opération qui a fait 2 morts parmi les soldats français. Est-ce que vous partagez les critiques de ceux qui reprochent aux touristes français d'être allés dans les régions où ils se sont fait capturer? Non, clairement pas. D'abord pour 3 raisons. La première, c'est que la zone n'était pas rouge. Elle n'a pas été formellement déconseillée suivant la nomenclature en vigueur du Quai d'Orsay. La seconde raison, c'est que le tourisme et les devises sont très importantes dans cette région, et particulièrement pour les peuples qui sont sensibles à la propagande islamiste. On peut songer aux Touaregs. Donc il faut continuer à y aller, bien sûr, cette raison-là. Pour cette raison-là. Le Bénin avait investi massivement dans ce parc national. Et hier encore, j'ai consulté des sites internet d'agences de voyage. Il y en avait plus de 4 qui proposaient encore des séjours dans le nord du Bénin, dans ce parc Pendjabi. Mais la classification du Quai d'Orsay a changé depuis. Mais c'est normal, Zone parce rouge. que cette classification, elle évolue en fonction des incidents qui sont repérés et qui impliquent notamment des ressortissants français ou des ressortissants occidentaux et l'état de nos informations. Remarquez d'ailleurs que ni la Corée du Sud, ni apparemment les États-Unis étaient au courant de la prise d'otage. Donc vous voyez, il est très difficile de mettre à jour les informations. Une Coréenne du Sud, l'américaine, on ne sait pas très bien quel est son parcours. Elle, la Coréenne du Sud, la Sud-Coréenne, était otage depuis presque 1 mois dans cette région, sans qu'il y ait manifestement d'informations du côté de son pays. Il ne faut pas interdire ces zones, donc. Si vous les interdisez totalement, vous faites le jeu, en fait, de nos ennemis. C'est précisément même ce si que veulent nos ennemis. Rouge. Ah non, si c'est une zone là, il rouge, ne faut pas y aller. Bien sûr que non. Là, on met vraiment en péril les services de l'État. Et donc, si on ne le fait pas, si on ne laisse pas les gens aller, par exemple, dans les zones orange, il y a 3 classifications, vert, orange, vigilance, rouge, interdit. Les zones orange, il faut continuer à y aller parce que c'est bon pour les peuples, c'est ça? Y aller, en tout cas, avec beaucoup de prudence. On ne se rend jamais dans ce genre de lieu sans être, j'allais dire, invité, ou en tout cas pris en charge par des personnes locales. Ce sont des sociétés complexes, très différentes des nôtres. Et donc, il faut y prendre les plus grandes. C'est vraiment la plus grande prudence qu'il convient d'adopter. En revanche, au risque de choquer, je pense que conduire de nuit dans pas mal de pays d'Afrique, sur les routes qui sont très peu sûres, engendre beaucoup plus de décès de ressortissants français que les attentats. La zone où les 2 touristes français ont été capturés est une zone qui se situe aux confins, et le parc est aux confins de plusieurs pays, dont certains sont de plus en plus soumis à l'influence islamiste. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous analysez cette progression vers le sud de l'influence islamiste? Peut-être reprendre un peu de hauteur géographique et historique sans remonter très loin. Encore que, ce serait intéressant. 2011, il y a donc la guerre en Libye. On va donner pas mal d'armement, surtout. Alors ça veut dire qu'à la fois, il va y avoir des islamistes qui vont être chassés de ces zones à terme et qui vont descendre vers le sud et vers ces grandes routes caravanières, qui étaient surtout des zones d'ailleurs d'exploitation des esclaves, de razzia et de pillage. Ces peuples, il faut dire, ces peuples nomades, d'abord les Touaregs, les Toubous, les Maures. Alors les Toubous et les Maures sont fixés dans des États. Les Maures sont fixés en Mauritanie. Les Toubous sont fixés au Tchad principalement et au Niger. Mais les Touaregs sont vraiment des gens qui sont un peu sans État. Qui circulent. Qui circulent et qui vivent en fait un peu d'activité pastorale. Mais enfin, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de déchéance historique pour eux. L'armée française les avait enrôlés massivement. Ce sont des gens qui patrouillaient dans toute cette région et qui étaient de très grands combattants et des gens qui étaient vus comme une sorte de caste guerrière. Et que la France a laissé tomber, c'est ça que qu'elle vous n'a voulez pas dire? laissé tomber, mais c'est l'indépendance de ces États. Donc il y a eu un vieux clivage traditionnel entre des populations noires, disons, d'agriculteurs, et puis ces nomades qui étaient un peu des prédateurs, un peu des pillards, un peu des marchands d'esclaves aussi à l'origine, et donc il y a des tensions extrêmement fortes qu'on retrouve aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la France notamment, la DGSE, dans une grande opération en 2011, qu'on a à mon avis un peu passé sous silence, le Qatar a envoyé 40 tonnes d'armement, ils sont passés par la base militaire d'Istre, et la DGSE a acheminé ces 40 tonnes d'armement dans un djebel qui se trouve au sud de la Libye, enfin au centre de la Libye. Empêcher, si vous voulez, le régime de Kadhafi de reprendre le contrôle de tout le territoire. Et ce sont ces armes-là qui circulent maintenant et qui servent les preneurs d'otages? Exactement. Alors, ils ont eu d'abord, dans un premier temps, une fonction très déstabilisatrice parce qu'il y a toutes sortes de groupements
qui se sont emparés de ces armes, des missiles anti-chars par exemple, enfin vraiment du vrai matériel. Ils avaient été aguerris pour certains dans les combats de Daesh, ils ont été aguerris aussi dans les combats en Libye, et donc ils ont formé une véritable troupe. C'est-à-dire qu'il y a ces fameuses Katiba, avaient été organisées comme nos sections. Des unités de combat. Les unités de combat avec des capitaines, des colonels, des gens qui avaient une stratégie, etc. Et ces gens-là, leur objectif, c'est de descendre vers le sud. Pour conquérir des territoires. Pour conquérir des territoires et aussi... Pour mettre en exploitation des territoires. Bien sûr, pour si possible, atteindre des zones d'exploitation de l'or, des zones d'exploitation de pétrole, d'uranium. Mettre la main sur des richesses naturelles. Au Niger, il y a eu d'ailleurs des prises d'otages au Niger, à Tarlit, là où les Français exploitent l'uranium. Donc ces gens sont sortis. Et en 2012, l'État malien a été affaibli par un coup d'État. Et vous savez, ces gens sont comme des virus. C'est-à-dire qu'ils exploitent la moindre faille de l'organisme. Quand un organisme étatique est un peu malade, il s'y précipite. Ça a été le cas déjà en Irak, après l'occupation américaine. Et donc là, ils se sont dit, on a un coup à jouer, puisqu'il y a une rivalité traditionnelle au Mali, entre ces populations Peuls, ces populations Touareg, et puis les Africains qui contrôlent l'État. Et donc là, ils ont lancé une offensive vraiment d'une armée quasiment régulière, et c'est là que le président Hollande a choisi de riposter. Et c'est le début de l'opération Serval. L'opération Serval, qui dure toujours, qui était censée durer quelques semaines, quelques mois, et qui dure toujours. Exactement. Est-ce que de ce que vous dites... Enfin, Serval est fini, on est passé à une autre opération. En tout cas, l'armée française est toujours présente sur Oui, mais c'est un point important, si vous permettez, parce qu'il faut vraiment expliquer que on a deux phases. On a une phase où ces djihadistes avaient une capacité offensive de prendre l'État et de se répandre et de conquérir et de faire une sorte de Daesh, si vous voulez. Et puis ça a été brisé par l'armée française. Et là, on est en défensif pour tenir le territoire hors de leur contrôle. Pour tenir le territoire, et c'est du terrorisme et des enlèvements auxquels on a à faire face. Est-ce qu'on doit conclure de ce que vous dites, de votre démonstration, que la France est particulièrement visée? Bien sûr que la France est particulièrement visée. Plus, par exemple, que d'autres pays européens? Je dirais même au-delà du fait qu'elle soit particulièrement visée, je pense qu'elle a une responsabilité particulière. Ces États, il faut peut-être le répéter, n'ont aucune espèce de consistance autre que des découpages administratifs de ce qu'on appelait l'Afrique orientale française. Et aujourd'hui, ces États sont des États en pointillés, sont quasiment des protectorats français. Si la France s'en désintéresse, alors on dit souvent, c'est le discours très extrême gauche, des gens contre la colonisation, mais c'est un scandale, Areva exploite, Total exploite. Alors c'est à la fois vrai et faux. Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, c'est qu'on ne fait pas qu'exploiter. Ce qui est faux, c'est qu'on maintient aussi ces structures étatiques en place, on empêche des populations de s'entre-déchirer, ce serait des bains de sang épouvantables. Et je pense que d'un point de vue sécuritaire, du point de vue de notre sécurité, c'est fondamental, parce que si un État comme le Mali était tombé, ça veut dire une ville comme Bamako, c'est un nœud routier. Enfin, ça veut dire qu'assez rapidement, les combats... Alors le virus se serait propagé plus rapidement, certainement. À coup sûr. Est-ce que vous avez quelques informations sur le déroulement des opérations qui ont abouti à la libération des otages et à 2 morts parmi les commandos UBA? Ce qu'on peut dire sur ce sujet, c'est que ces opérations sont de toute façon extrêmement délicates lorsqu'il s'agit d'aller neutraliser une cible. Il y a moins de gants qui sont pris d'une certaine façon. On peut utiliser notamment des armes à feu. Et là, de toute façon, ces opérations-là, elles sont planifiées des mois, si possible des mois, et au moins des semaines à l'avance. En tout cas, là, c'était quelques jours à l'avance. Le chef d'état-major... Je me demande même si ce ne sont pas quelques heures. Le chef d'état-major des armées a expliqué qu'il était urgent d'intervenir avant que les otages ne passent au Burkina Faso. Là, on perdait leurs traces. Au Mali, surtout. Ils allaient transférer vers une Katiba au Mali. Et là, on n'allait pas perdre leurs traces, mais enfin, on allait être dans une zone beaucoup plus hostile pour les récupérer et beaucoup moins à couvert. Hommage national cette semaine pour les 2 militaires français. Merci Guillaume Biot. Je t'en prie, merci.